Ah, la liberté financière. C'est un concept qui fait rêver, n'est-ce pas? Mais soyons honnêtes, c'est souvent un peu écrasant. On est bombardé de chiffres qui donnent le vertige, de comparaisons qui semblent complètement irréalistes. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est justement déconstruire un peu ce mythe. On va essayer de redéfinir ensemble ce que ça veut dire être vraiment libre. 1 milliard. Voilà. Ce chiffre, on le voit partout. C'est un peu devenu le symbole de l'ultra-richesse. Mais au fond, qu'est-ce que ça représente vraiment? Est-ce que c'est du cash, la valeur d'une boîte? En réalité, c'est bien plus compliqué que ça. Et pour la plupart d'entre nous, disons-le, c'est complètement abstrait. Pour bien comprendre l'échelle, on va se plonger un peu dans les chiffres. Imaginons qu'on mette de côté 1 000 € par mois. Pour arriver au million, il faudrait 83 ans. C'est une vie entière, littéralement. Mais alors, pour le milliard, là, on passe à 83 000 ans. Vous voyez, ce n'est même plus un écart, c'est juste une autre dimension. Et c'est là, justement, que la question se pose. On connaît tous, de près ou de loin, des gens au SMIC ou qui ont quelques milliers d'euros de côté. C'est notre réalité. Mais des milliardaires, franchement, qui en connaît personnellement? Pratiquement personne. Alors, la question c'est, pourquoi est-ce qu'on s'obstine à utiliser une échelle de mesure qui est aussi déconnectée de nos vies? Alors, première partie, le mirage du milliardaire. On va commencer par établir à quel point cette échelle de comparaison de la richesse moderne est absurde. Bon, maintenant qu'on a vu le problème, passons aux solutions. Deuxième partie, des repères pour voir clair. L'idée, c'est de trouver un terrain solide avec des points de repère financiers qui sont, eux, bien réels. Ok, regardons ensemble quelques chiffres bien concrets pour la France. Et attention, l'idée ici, ce n'est pas du tout de se limiter. Au contraire, c'est de se redonner du pouvoir. Parce que c'est en comprenant le vrai paysage financier qu'on peut se fixer des objectifs qui sont à la fois ambitieux, mais surtout atteignables. Alors, commençons par 2 points de référence que tout le monde connaît. D'abord, le SMIC, environ 1 400 € net par mois. Et puis, le salaire médian, qui tourne autour de 2 000 € net. Et ce chiffre-là, le salaire médian, il est super important. Ça veut dire, tout simplement, que la moitié des salariés en France gagnent moins que ça. C'est ça, le vrai point de départ pour une perspective réaliste. Maintenant, passons au patrimoine. Et là, regardez bien, c'est super parlant. Avec 100 000 € de patrimoine, on fait déjà partie de la moitié la plus riche des Français. C'est dingue, non? Si on atteint 500 000 €, on est dans le top 20%. Et le million d'euros, ce fameux million qu'on voit parfois comme juste le début, en France, ça nous met dans le top 5% des foyers. Ça remet les choses en perspective. Un objectif de quelques centaines de milliers d'euros, ce n'est pas modeste, c'est un vrai accomplissement. Ok, les repères sont posés. Maintenant, on va s'attaquer au cœur du problème. Troisième partie, le poison de la comparaison. On va essayer de comprendre pourquoi c'est un piège psychologique qui nous freine autant. Cette phrase, elle est géniale. Elle révèle une vérité fondamentale. La richesse, c'est un sentiment, c'est relatif. Notre situation peut être la même, mais si on change notre point de comparaison, pouf, notre satisfaction peut complètement s'écrouler. En gros, le contentement devient une cible mouvante si on le base sur ce que les autres ont. Et ce poison, en fait, il agit de 3 manières. D'abord, il fausse notre jugement. Ce qui nous suffisait hier, tout à coup, ça ne suffit plus. Ensuite, il paralyse l'action. L'envie prend la place de l'effort. On passe notre temps à regarder ce qui se passe chez le voisin au lieu de s'occuper de son propre jardin. Et enfin, troisième point, il aliène notre volonté. On se met à poursuivre les désirs des autres au lieu des nôtres. On devient un peu une marionnette du regard social. Alors, comment on sort de ce piège? C'est le sujet de notre 4e partie, définir sa propre liberté. L'idée, c'est d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à regarder à l'intérieur pour dessiner sa propre carte. Et cette liberté, elle commence en se posant les bonnes questions, mais les vraies bonnes questions. Pas combien est le voisin, non. Plutôt, de combien est-ce que j'ai besoin pour vivre confortablement chaque mois? C'est quoi mon horizon de temps? 10 ans, 20 ans, 40 ans? Est-ce que psychologiquement, je peux gérer le risque, les hauts et les bas? Et puis, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Une maison, des voyages, laisser un héritage? C'est ça. Les réponses à ces questions, c'est la seule boussole qui vaille. Bon, une fois qu'on a défini sa destination personnelle, il faut une méthode pour y arriver. C'est notre 5e partie, la méthode pas à pas. Et là, on parle d'une voie réaliste et pleine d'actions concrètes. Tout est dit. Il faut vraiment voir ça non pas comme un sprint, mais comme un marathon. La clé, c'est pas d'être le plus malin ou d'avoir un coup de bol. Non. La clé, c'est la constance et la patience. Et la bonne nouvelle, c'est de ça, c'est accessible à absolument tout le monde. Et cette méthode, elle repose sur 5 piliers. Pilier numéro 1, on commence là où on est, même avec peu. 50 € par mois, c'est déjà infiniment mieux que 0. Numéro 2, on comprend avant d'agir. Faut se former un minimum. Investir sans comprendre, c'est juste aller au casino.
Numéro 3, accepter la lenteur. Les intérêts composés, c'est comme un moteur diesel. C'est lent à démarrer, mais une fois que c'est lancé, c'est super puissant sur la durée. 4e pilier, se protéger de ses émotions. Le mieux pour ça, c'est d'automatiser. Ça évite de paniquer à la moindre baisse ou de s'emballer à la moindre hausse. Et enfin, le 5e est peut-être le plus important, on mesure ses propres progrès. La seule comparaison qui vaille, c'est avec soi-même il y a 1 an. Alors, toute cette méthode, elle nous mène vers la liberté financière, c'est certain. Mais il y a un but encore plus profond, et c'est notre dernière partie, la vraie richesse intérieure. Une richesse qui, elle, ne dépend absolument pas des marchés ou des autres. Et là voilà, cette fameuse vraie richesse. C'est l'alignement entre ses actions et ses valeurs. En fait, ce n'est pas un chiffre sur un compte en banque, c'est un état d'être. C'est cette cohérence totale entre les principes qu'on a à l'intérieur et la façon dont on se comporte à l'extérieur. Et ça, c'est le seul trésor que personne ne pourra jamais nous enlever. Ce tableau, il montre très bien le contraste. D'un côté, la richesse matérielle, elle est fragile, elle est relative, elle est souvent une source d'anxiété et elle est vulnérable. De l'autre côté, la richesse intérieure, elle est indestructible, elle est souveraine, elle ne dépend de personne. C'est une source de paix et elle est complètement résiliente, peu importe ce qui arrive. Et quand on cultive cette richesse-là, on obtient des récompenses qui n'ont pas de prix. D'abord, une liberté authentique, c'est-à-dire l'indépendance totale par rapport au jugement des autres. Ensuite, la lucidité, la clarté d'esprit pour voir ce qui compte vraiment et laisser tomber le reste. Et enfin, l'excellence morale, où le but de la vie, ce n'est plus d'être plus riche, mais d'être meilleur, tout simplement. Donc pour conclure tout ça, la vraie question, ce n'est peut-être pas comment devenir plus riche, mais plutôt comment devenir plus libre. Et quand on dit libre, ce n'est pas seulement financièrement. C'est être libre de la comparaison, libre de l'anxiété, libre du regard des autres. Voilà, c'est peut-être ça le véritable objectif.